Oasis de Janet, novembre 1961. L'aéroport consiste en une unique piste de sable, pas d'aiguillère du ciel, pas de tour de contrôle, 2 à 3 vols par semaine, Alger, Ouargla, Fort Flatters, Fort Polignac, Janet. L'appareil militaire français est un Nord Atlas, capable d'emporter 3 tonnes de charge. Courrier, légumes, viande et petits matériels destinés aux militaires et aux fonctionnaires français. Noble Touareg, le caïd Bellaï retrouve fréquemment à la mairie le capitaine Co, maire désigné par la France, qui administre une population de 2031 personnes. Dominé par le fort Charlet, Janet se compose de 4 villages, ici celui d'Azelloise, réputé pour la beauté de ses femmes. Hormis les colons, la population est musulmane. Le village d'El Mihan est connu pour posséder la plus belle palmeraie. Chaque village dispose de son propre minaret. Le vendredi, celui d'Adjahil accueille tous les fidèles, hommes bien sûr, de la bourgade, qui compte 507 habitants. Au revers de la mosquée, le Taleb, le maître spirituel de la communauté, accueille à l'école coranique les enfants mâles. Au menu, apprentissage de l'écriture et récitation du Coran. Dans le désert, plus que partout ailleurs, à Maniman, l'eau, c'est la vie. Janet compte 69 sources. L'irrigation communautaire provient de puits dans lesquels plonge le Delou, récipient de cuir hissé par traction animale qui se déverse selon un système de répartition, la Segia, accepté par chacun des utilisateurs. Pour remonter l'eau du puits, pas de cheval, de chameau ou d'âne, mais un unique zébu, amené voilà de nombreuses années par des caravaniers venus du lointain Niger. L'eau permet de cultiver le blé, l'orge, le maïs, le mil, les oignons, les lentilles, les tomates, les radis, les pastèques, ainsi que quelques figues, oranges et pamplemousses, parfois même des pêches ou du raisin, survivance du temps où le Sahara était vert. Le blé local pousse moins haut et moins dru que celui d'Europe et donne des grains plus petits. Autre ressource essentielle, les dattes, nourriture de base des Touaregs. La récolte se fait en novembre. Tout est utile dans le palmier, ses feuilles, ses fibres, son bois et ses fruits, bien sûr. Après concassage, même les noyaux sont utilisés pour la nourriture des chèvres. Autre aliment important, le mil, qui pousse dans les terres les plus pauvres de toute la zone saharienne et sahélienne, et qui provient originellement de Chine.
Souvent mélangé aux dattes et au lait de chamel, le mil doit être préalablement pilé dans un de bois, le tindé, séchée pour confectionner une variété de soupe à base de pâte, la chorba. L'eau est également indispensable à la production des briques. Chacun fabrique celle dont il aura besoin en prévision de son mariage, pour la construction de sa propre maison ou pour son agrandissement, au rythme des naissances. La terre, le sable et l'eau nécessaires à la confection des briques se trouvent aisément dans l'oasis. Le gypse, lui, se cache au plus profond de la montagne, dans des grottes où chacun va se servir selon ses besoins. ملك ملك مليلي ليلي مدقوندا قليادا مدقوندا سرسرنيتي ولا كنيكو دمبل دمبا سكسكاشكي كاولي في اللي زوا دمبلي في اللي زوا تم زقي كلمنا أمرقنا تورو تالو تابرا تنقرا تلك تنسى تلمعصي ومن معصيش ذكري أحكوكوكو إنا مزا والترهيم مدننا إنا مزا مدننا يفاوتو التيمة كلابا إذا فرجا تمون ماس Tandis que les hommes se chargent des briques et du gypse, les femmes vont couper dans le oued les hautes tiges de djéride. Ces roseaux qui, séchés puis disposés en palissade, retenus par les feuilles tressées du palmier, porteront le joli nom de seriba et serviront à délimiter la cour et à se protéger du vent. C'est dans la cour, justement, que se retrouvent les femmes de la famille et du voisinage pour participer à l'assemblage d'épaisses couvertures bien nécessaires à la saison froide et faites de tissus usagés tendus sur un tas de sable pour en faciliter la couture. Découpées en lanières, puis tressées, les feuilles du palmier servent à fabriquer corbeilles, paravents et chapeaux. Tout est bon dans le palmier, on l'a vu. Même sa fibre est utilisée pour la fabrication de cordes, en particulier pour entraver les chameaux. C'est généralement le travail des enfants, plus souple et donc plus à l'aise pour se servir de leurs mains et de leurs pieds. Mains et pieds qui sont également mis à contribution pour d'homériques et joyeuses bagarres à l'image de celles de tous les enfants du monde. Paradoxalement, et malgré le nombre de palmiers, l'une des denrées essentielles que ne fournit pas l'oasis, c'est le bois. Après chaque crue, il faut aller chercher le bois mort
à dos de chameau dans des oueds de plus en plus éloignés. Le bois est ensuite revendu aux habitants de l'oasis qui l'utilisent pour se chauffer sommairement, faire cuire la nourriture et confectionner le thé. Régulièrement, en hiver, des caravaniers venus du lointain Niger, bien plus au sud, apportent, après un voyage de près d'1 mois, les denrées et ustensiles qu'on ne produit pas dans l'oasis, tissus indigo venus du Nigeria, sel, sandales et autres objets de cuir, et aussi moutons destinés à la boucherie. Selon les années, on peut ainsi compter jusqu'à une 40aine de caravanes, nombre qui peut tomber à une demi-douzaine les années sèches, les chameaux ne parvenant pas alors à accumuler les ressources nécessaires à cette traversée de 800 km dans chaque sens. En échange des produits apportés du sud, les sédentaires de l'oasis proposent leur surplus de dattes et de céréales, ainsi que du sucre et du thé apportés par camion du nord de l'Algérie. Et lorsque se terminent les échanges, le son de l'imzad, violon à une corde joué par les femmes, vient ponctuer le rituel du thé, en gage d'hospitalité et de fraternité saharienne. Ce sont les femmes elles-mêmes qui fabriquent l'imzad et qui en jouent. Une demi-calebasse tendue d'une peau de chèvre, un manche de bois, une unique corde de crin de cheval, sur laquelle vient frotter la corde du même crin, tendue par un archet de bois de laurier rose. Pour les Touaregs, le son de l'imzad est à la vie ce que l'âme est au corps. Les festivités du mariage durent une semaine. Au soir du premier jour, au son de leur ganga, une ou deux femmes appellent les autres femmes du village à se rassembler dans la palmeraie. Chacune se part de ses plus beaux tissus indigo, de ses plus beaux bijoux d'argent, jamais d'or, qui porte malheur, dit-on. L'après-midi du deuxième jour, les femmes se retrouvent et passent de maison en maison, leur enfant sous le bras, dans une atmosphère de grande liesse et de grande exaltation, tandis que, loin des regards, les hommes tiennent compagnie au futur mari. Aujourd'hui encore, seule la mariée fait sa première apparition. Elle se prénomme Gemma, elle a 22 ans. Seul homme présent parmi les femmes, le joueur de haïta, sorte de hautbois sans lequel les musiques perdraient beaucoup de leur sel. Le troisième jour, enfin, le mari, Mokhtar, 24 ans, apparaît aux côtés de sa bien-aimée. Le mariage a été consommé la nuit précédente. L'espérance de vie des hommes étant plus courte que celle des femmes, Gemma se remariera peut-être
dans une quinzaine d'années, avec moins de faste bien évidemment. Pour stimuler les conteuses chargées de vanter les mérites des mariés, une matrone récolte quelques billets. Ainsi se termine la troisième de ces 7 soirées de fête. Il y en aura encore 4 avant que la vie quotidienne puisse reprendre ses droits. Fin 1961. Dans moins d'un an, l'Algérie sera indépendante. Rituel immuable, les autorités militaires françaises passent en revue la compagnie méhariste du Tassili. Selon leur tenue, on distingue parmi les méharistes les Touaregs en costume de parade noir, les Chambas arabes en blanc venus du nord et les militaires français portant képi. Les Touaregs s'engagent comme méharistes par un simple contrat avec l'armée française, révocable immédiatement à la seule demande d'une des deux parties. Ils doivent se présenter avec 2 chameaux et leur harnachement. Seuls le fusil et les munitions sont fournis par l'administration. Contre une partie de leur modeste solde, les méharistes achètent à leurs frais chaque mois leur ration de blé, de pâtes, de semoule, de sucre, de thé, d'huile, ainsi que 5 boîtes de sardines et un morceau de savon. En ordre de marche, la compagnie compte 68 chameaux. Au lendemain de la revue, c'est le départ pour les montagnes. Le chameau est en réalité un dromadaire puisqu'il n'a qu'une bosse dans laquelle sont accumulées les réserves énergétiques. Quant à l'eau, il peut en ingurgiter d'un seul trait une 50aine de litres, de quoi tenir jusqu'à 3 jours sans boire. Au nord-est, au-delà du défilé du Tafilalet, la compagnie gagne le plateau du Tassili. Région aride et inhospitalière, première nuit au pied des clochetons du Tamrit. Traditionnellement, les Touaregs vivent sous le régime du matriarcat. Le premier campement rencontré appartient à la tribu Kel Medak, une trentaine de personnes dont beaucoup d'enfants. La plupart des hommes sont au pâturage, les femmes assurent l'enseignement oral des enfants. Chez les Touaregs, la femme jouit au sein de la tribu d'importantes prérogatives. Sur ses épaules repose la responsabilité de la bonne marche du campement. Jointe à la grande liberté qui lui est accordée, cette responsabilité a pu faire de certaines femmes de véritables chefs. Cette influence remonte au temps où les guerriers Touaregs, sans cesse à l'affût de pillages, devaient laisser pendant de longs mois, isolés dans la montagne, tous ceux qui ne pouvaient participer à la razzia. Le déplacement du groupe dépend des pâturages nécessaires aux chameaux, aux chèvres et aux rares moutons. Nomades, les Touaregs assurent cependant la production artisanale, dans des conditions particulièrement précaires et archaïques, de différents objets du quotidien, à commencer par les cadenas, pinces, boucles, bijoux et parures d'argent. Maître du feu, le Malem tient une place à part. Membre de la caste des forgerons bijoutiers, il est admiré et craint des autres membres du groupe. L'argent, en principe issu d'anciennes pièces de monnaie autrichienne,
est fondu dans de minuscules gobelets de terre cuite. Actionné par 2 personnes, le soufflet est fait de peau de chèvre. Le forgeron installe toujours sa tente un peu à l'écart des autres. Son outillage, particulièrement sommaire, permet de produire et reproduire des pièces traditionnelles. Le malem est un perpétuateur, pas un inventeur. Dans le monde très fermé des malems, les secrets de fabrication se transmettent de père en fils. L'apprentissage commence tôt, entre 8 et 10 ans. Le bijou est généralement fabriqué sur commande. Le polissage se fait dans le sable humide. C'est ensuite le temps qui donnera la patine finale. Même les clés et les cadenas prennent généralement des allures d'œuvres d'art. Le malem n'oublie ni les femmes, ni les chameaux. Si le travail du métal est l'apanage des hommes, ce sont les femmes qui travaillent le cuir, ici un tashkrit, pendentif de ceinture. Pour les plus belles pièces, elles acquièrent le cuir tanné auprès de caravaniers venus du sud. Les dessins, géométriques, appartenant à la tradition berbère, se retrouvent en particulier sur les tassoufras, sacs de transport décorés qu'on arrime au flanc des chameaux. Autrefois composée de peau de mouflon, la tente est désormais fabriquée avec des bandes de poils de chameau tissées. Plus loin, à l'est, en direction de la frontière libyenne, le puits est un point de passage obligé pour les tribus nomades. Son eau, profonde, est pure et abondante. Le vent chaud de Libye souffle souvent de l'est, spécialement au printemps. Le delou, plongeant dans le fond du puits, est fait de peau de chèvre, comme d'ailleurs les outres dans lesquelles l'eau est rapportée à dos d'âne jusqu'au campement. Détail surprenant, les grands sacs de peau de mouflon dans lesquels on transporte les réserves de grains sont préalablement emplis de sable et consciencieusement bourrés à coups de pilon pour en augmenter la capacité et la souplesse. Très tôt, les enfants sont associés aux activités nomades. Les garçons s'entraînent à monter les chameaux, les fillettes à emmener les chèvres jusqu'au maigre pâturage. Sur place, elles s'essaieront à filer sur leur étrange quenouille leur première pelote de poils de chèvre, indispensable à la fabrication des cordes. Le lait des chèvres est utilisé pour l'élaboration d'un excellent fromage, d'autant plus facile à transporter qu'il est plus sec. Le cuir ne sert pas qu'à confectionner sacs et parures. Patiemment et précisément découpé en fines lanières, il est aussi utilisé pour assembler les tiges séchées de joncs récoltés dans les oueds, à l'aide desquelles est confectionné l'issabeur, sorte de paravent haut d'1 mètre, long de plusieurs, qui protège l'intérieur de la tente et peut être roulé pour le transport.
Rien ne se perd. Avec de vieux chiffons, de vieux bouts de fil récupérés çà et là, les femmes façonnent des tapis de sel qui, même s'ils servent à un usage quotidien, se doivent d'être délicatement décorés. La fabrication d'outils de bois est plus un passe-temps qu'un véritable travail. La mouture du blé est en revanche une activité longue et pénible réservée aux femmes. La meule de pierre, lourde de plusieurs kilos, est transportée à dos de chameau. Le pain des Touaregs se nomme la taguela. Pâte pétrie en forme de large galette, sans levain, étalée sur le sable brûlant puis recouverte d'un mélange de sable, de braise et de cendre, la taguela est cuite en une quarantaine de minutes, 2 fois 20, après retournement. Les groupes de nomades sont appelés des riem et se composent de membres ayant entre eux des liens de famille, à l'exception de quelques serviteurs noirs venus du sud. Dans la journée, hommes et femmes se séparent, y compris pour les repas. Les enfants restent bien sûr avec les femmes. On se rend parfois visite d'un campement à l'autre, à dos de chameau bien entendu. Les enfants sont généralement les premiers à accueillir les visiteurs. Ils vivent sans contrainte et ne connaissent au mieux qu'un ou deux caractères de l'écriture touareg, le tifinagh. Ils ne dessinent pas, la représentation de toute création de Dieu étant interdite. Toute visite est l'occasion de manifester l'hospitalité et de partager un repas. Lorsqu'il s'agit d'invités de marque, il arrive qu'on tue un chameau dont la viande, molle et résistante à la fois, nécessite une longue cuisson. Mais l'abattage d'un chameau reste l'exception, l'usage voulant qu'on tue plutôt une chèvre ou parfois un mouton. Apporté d'Alger à Djanet par camion, le sucre est ensuite transporté à dos de chameau sous forme de pain conique. Pour la préparation du thé, on utilise d'importantes quantités de sucre, ce qui explique en partie la piètre dentition des Touaregs. Le thé est bu séparément, femmes d'un côté, hommes de l'autre. La seule activité des hommes consiste à mener leur chameau au pâturage. Pour le reste, ils passent de longues heures à palabrer gravement ou à s'affronter en toute sérénité lors d'infinies parties de dames, cailloux blancs pour un camp, crottes de chameau séchées pour l'autre. De leur côté, femmes et enfants s'adonnent à des activités plus prosaïques. L'extermination des inévitables poux en fait partie. Seule rencontre des deux sexes, la cour d'amour pratiquée à la nuit tombante. La femme courtisée jouant langoureusement de l'imzad est entourée d'un nombre indéterminé de soupirants, parfois venus de loin, puisque certains, dit-on, usent jusqu'à 7 paires de sandales pour pouvoir se jeter au pied de la belle.
Les Touaregs n'ont du temps qu'une notion fort vague. Ainsi, une fois tous les 10, 12, 15 ans, ils convergent tous ensemble vers un point unique, chaque fois différent, quelque part dans le Tassili. Leur but, le Choufan, la fête du chameau. En cet hiver 1961, le Choufan doit avoir lieu à Tarat, à 2 pas de la frontière libyenne. Quelques jours à peine, mais d'une grande intensité. Les premiers arrivés installent le campement progressivement. Arrivent ensuite les grands chefs touaregs, arborant leurs plus belles tenues et retrouvant pour l'occasion des membres de la compagnie méhariste. Chacun ausculte jusqu'au plus petit détail, tout doit être parfait. C'est sa propre image, celle de sa famille, celle de sa tribu, celle de son peuple qui sont en jeu. Ce film, tourné quelques mois seulement avant l'indépendance de l'Algérie, est sans doute le dernier témoignage d'une manifestation regroupant autour du drapeau tricolore, au fin fond de ce Sahara pour quelques mois encore français, Touaregs nomades et troupes méharistes, comprenant des engagés, Touaregs et Arabes, ainsi que des officiers et sous-officiers français. Après le défilé officiel commencent les épreuves. Et d'abord, un parcours du combattant qui serait certes facile à effectuer par un cavalier, mais